production Sideways. Bonjour tout le monde, cette semaine au podcast Entre deux jobs, je reçois un entrepreneur qui travaille dans l'ombre, mais dont tous les produits sont littéralement coulés dans le béton de nos routes, de nos ponts, puis bien d'autres structures qu'on peut croiser sans le savoir. Bernard Drouin dirige Pultral, une entreprise basée à Thetford qui fabrique des armatures composites. Ça peut avoir l'air technique, mais ce qu'il fait, c'est révolutionner l'industrie de la construction avec un produit qui ne rouille pas, qui peut durer beaucoup plus longtemps que l'acier. On va parler de son parcours, de transfert d'entreprise familiale, de sa croissance, des exportations, mais aussi d'enjeux humains, de stress, d'équilibre personnel, de problèmes de main-d'œuvre en région et même de son vignoble. Ça a été une conversation super honnête, à la fois concrète, avec un peu de nuance sur c'est quoi bâtir une entreprise solide ici au Québec. Encore une fois, filmé dans notre super studio Sideways pour les podcasts ici même à Thetford. Bon épisode tout le monde! Salut Bernard, bienvenue sur Entre deux jobs. Bonjour, ça va bien? Yes, merci d'avoir accepté. C'est-tu un premier podcast pour toi, Bernard? Oui. Ouais? À participer à un podcast? Oui, exact. C'est un consommateur, mais pas... Gros consommateur de podcasts, oui. Super ça. Pourrais-tu me dire un peu, Bernard, comment ça a commencé? D'où est-ce que tu viens, toi, dans la vie? Ben moi, je suis né à Québec. J'allais à l'école secondaire au séminaire Saint-François, à l'Université Laval, en génie chimique. Mes parents, c'est des Beaucerons. Mon père, c'est un entrepreneur. Il est parti d'une compagnie d'ingénierie, ADS. Après ça, OK. il a fait un switch de l'ingénierie au manufacturier. Il a fait l'acquisition de Texel au début des années 80. Puis tranquillement, il a monté là, une belle entreprise industrielle. Puis c'est ça, je suis né là-dedans. Fait que, tu sais, c'était des discussions d'affaires à table tout le temps. Ouais, c'est ça. Avec le paternel. Puis, c'est lui qui a fondé Texel? OK. Non, il l'a pas fondé, il l'a acheté quand il était petit. Puis il l'a fait fructifier pas mal. OK. Puis, mais à un moment donné, il était rendu, il y avait une dizaine d'entreprises manufacturières dans son holding financier, ADS. Fait que, tu sais, il en a brassé pas mal, là. Il y avait au-delà de 1000 employés à un moment donné en dessous de lui. Puis ça, il est parti à zéro. Là, un fils de cultivateur, un fils de... Son père était concessionnaire GM à Sainte-Marie. C'est Drouin frère. Ouais. Fait que tu vois, genre, là, c'est que c'est ça. Il tout le temps été dans les affaires. Là. Puis tu sais, ça a été le discours à la maison chez nous. C'était tout le temps. Fait que t'as baigné là-dedans. Oui, l'entrepreneuriat. Exact. Puis t'as étudié en quoi pour faire un emploi comme aujourd'hui? Ben moi, c'est ça. J'ai commencé, j'ai fait un petit secondaire sympathique là, au séminaire Saint-François, je te dirais. Après ça, mais je savais pas trop où m'en aller. Fait que je suis allé au cégep Sainte-Foy. Puis moi, c'était plus le sport puis les filles qui m'intéressaient à l'époque. Là. Ouais. Puis je savais pas trop quoi faire. Fait que finalement, j'ai fait sciences humaines avec maths. Ça n'a pas été super dans le sens que j'étais un gars de basket, j'étais quand même assez bon, puis on a gagné provinciaux, puis on avait du fun au basket, mais l'école, c'était comme secondaire pour moi. Je savais pas quoi faire. Fait qu'à un moment donné, je dis, je vais aller en droit. Malheureusement, mais j'ai pas été accepté en droit. Ça fait qu'il a fallu que j'aille faire un an de sociaux pour être accepté en droit. J'étais allé en sociologie. J'ai appris un peu là-dessus. J'ai quand même trouvé ça intéressant. Ça m'intéresse encore aujourd'hui, la sociologie. Mais j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Fait que j'ai été accepté en droit. Après un an de sociaux, tout allait bien, accepté en droit, mais ça m'intéressait plus d'y aller. Fait que je suis retourné faire mes sciences pures au cégep. Fait que j'ai fait ça en un an. Je suis rentré en génie chimique après. Génie chimique. Parce que j'ai vraiment pris un virage. Là. Moi, toutes les sciences dites molles, là, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Là. Fait que je me suis retrouvé en génie chimique. Puis, c'est sûr, je n'avais pas fini mon cégep, mais c'est ça. Puis, je suis devenu ingénieur chimiste en 98. Puis là, je suis parti en consultation à Montréal. Fait de la consultation en traitement des eaux à Montréal pendant 2 ans de temps, jusqu'à ce que je revienne dans le giron familial, entre guillemets, me travailler chez mon père, chez Texel, en recherche-développement. OK. Ouais.
Fait que tout ça, t'as ramené à ton, comme tu dis, ton giron entrepreneurial de ton père. Est-ce que ton but, c'était de travailler pour ton père ou t'avais une fibre de te partir un projet à un moment donné? Écoute, les offres qu'il me faisait étaient alléchantes. Ouais. Moi, je voulais faire de la recherche-développement. Ouais. J'ai toujours, je sais pas, quand je suis parti du génie, faire du design, tu sais, t'arrives, on va designer une usine de traitement des eaux, c'est quand même bien. Ou, je sais pas moi, une usine de pâtes et papier ou une raffinerie de pétrole, c'est ça peut être intéressant, mais moi, c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais plus à développer des produits et à faire de la recherche-développement. Ça fait que c'est pour ça que quand il m'a offert ça, un poste de recherche-développement chez Texel, j'ai sauté dessus. D'ailleurs, j'avais travaillé comme étudiant avant, je connaissais la boîte. Là, Ouais, c'est ça. pas comme si j'arrivais là, de zéro. Puis j'aimais ma mentalité. Là. C'était une mentalité beauceronne, entrepreneuriale, puis ça poussait, puis c'était le fun. Il y avait une belle ambiance dans ce boîte-là. Puis c'était en croissance. Ouais. Ça fait que vraiment, quand il m'a offert ça, j'ai fait comme, ouais, il y a le défaut de travailler pour ton père, mais en même temps, c'est pas juste un défaut non plus. Il y a des qualités, il y a des avantages à ça. Ça peut t'élever aussi. Puis après ça, mais j'avais un rôle de recherche-développement. J'étais heureux, là. C'était parfait pour moi, là. Puis ton but, c'était-tu de rester dans l'entreprise? T'avais-tu... C'est sûr que j'aurais pu avoir des visées à aller plus haut dans l'entreprise, ça, chez Texel, mais ça s'est pas concrétisé. Fait que, tu sais, chez Texel, c'était quand même une grosse boîte, déjà. J'avais du fun à travailler en recherche-développement, mais tu sais, une grosse boîte, ça bouge moins vite, un petit peu moins agile, tout ça. Puis j'avais un manque de maturité aussi à cet âge-là. C'était un petit peu trop, je dirais, agressif. Puis c'est bon d'être agressif en affaires, c'est bon d'être ambitieux. Mais là, ça dépassait un petit peu les bornes. Puis j'avais comme un sentiment d'appartenance qui venait, qui faisait en sorte que tout ce que je voyais de négatif et de positif, ça se retrouvait dans les oreilles de mon père. Ce qui est correct, mais mon père, il était comme 3-4 strates au-dessus. Puis il faisait, tu sais, il était à un autre niveau stratégique, tout ça. Puis lui, il était incapable de ne pas réagir à ça. Ouais. Tu comprends? Ça fait que ça a fini par devenir malsain. Puis dans tout ça, à un moment donné, lui, il avait plein de compagnies, dont Pultral. OK. Ça fait que, dans son holding que tu disais, ouais, exact. Okay. Moi, ça ne marchait plus avec le DG de Texel à l'époque. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit, écoute, tu sais, j'aurais pas la peau du DG, tu sais, je veux dire, ça marchait pas. Ça fait que j'ai décidé de partir. J'avais des offres de travailler chez CCR à Montréal, puis dans mon domaine, en génie chimique. Mon père a dit, non, il dit, j'arrête quoi pour toi chez Pultral? Il dit, puis c'était une de ses boîtes à l'époque. Il dit, tu pourrais aller en recherche-développement là-bas, puis ça serait à toi, la recherche-développement, puis le kit, puis c'est intéressant, tu sais. Une petite boîte, mais pleine de potentiel. Fait que je vais voir la boîte, je vais visiter ça, puis c'est le fun, tu sais, beau procédé, puis le kit. Vraiment proche du génie chimique. C'est un procédé chimique, Pultral. Ouais. C'est des réactions chimiques qui se produisent dans le moule, puis ça. Fait que j'ai dit, OK. J'ai pris le défi, j'ai dit, je vais venir travailler à Thetford. Puis ça, c'était en 2003. Puis en 2003 à 2005, là, j'étais recherche-développement, j'étais directeur de R&D. Puis je voyais le potentiel là, de la boîte. Puis mon père, lui, entre-temps, ils ont pris une décision corporative de se débarrasser de toutes leurs filiales composites pour se concentrer sur Texel, puis les textiles techniques Solmax, puis Texel. Fait que toutes les compagnies comme Bose Composite, TM Composite, Pultral, puis j'en passe, il y avait Marquez à Montréal, il y en avait plein. Ils ont tous décidé de vendre ça. OK. Fait qu'ils ont vendu une par une. Et moi, j'ai convaincu le paternel. J'ai dit, Pultral, on devrait l'acheter, nous autres. Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'il était à l'époque, il était à la Bourse de Toronto. ADS, il était coté à la Bourse de Toronto. Ça fait qu'une compagnie publique, t'es checké. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ça fait qu'il a fallu qu'ils mettent un comité indépendant en place, le kit, mais il a quand même réussi à vendre Pultral de la main gauche puis le racheter de la main droite. Okay. Puis, ce faisant, il nous a mis, moi, mon frère, actionnaire,
Il dit, toi, t'es DG, puis go, on part Pultral en famille. Ouais. Mais de façon privée, à côté du reste. OK. Fait qu'à l'époque, Pultral faisait le modeste, là, tu sais. Mais c'était le fun, le potentiel était énorme. Il est encore énorme, je pense, d'ailleurs. Ben oui, exact. Ouais. Puis ça t'a permis de partir un projet, d'embarquer sur un projet qui était déjà en cours, mais de l'élever. Écoute, à l'époque, Pultral avait déjà du succès. Là. C'était pas une boîte qui partait de zéro là, quand on l'a repris en main en 2005. Ça faisait combien d'années que c'était ouvert, ça? Je te dirais une bonne dizaine d'années. Yeah. Ah, plus que ça. Je pense que ça a été ouvert par un monsieur qui s'appelle Fernand Bernard, le même qui a fondé Bose Composite, qui est aujourd'hui Elite Composite à Sainte-Clotilde. C'est un entrepreneur, M. Bernard, là, un vrai entrepreneur beauceron, même si ici on était à la limite de la Beauce, là, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là. Puis lui, il a parti Pultral, je pense que c'est 87. Puis, mais c'était petit, puis ça servait à faire des pièces de renfort pour ses autres compagnies, pour ses autres produits. Fait que c'était un peu un sideline. Tranquillement, ça a grossi. Jusqu'à ce que ADS s'intéresse puis l'achète ou achète les premières parts dans la compagnie parce qu'ils n'ont pas acheté d'une shot. Je pense en 95, ça faisait quelques centaines de mille de dollars de chiffre d'affaires. Puis nous, quand on l'a pris en 2005, c'était 3 millions de chiffre d'affaires. OK. Fait que tu sais, ça a été progression comme ça. Ouais. Avec des gars comme, tu sais, un gars comme Danny Saint-Cyr, qui est mon directeur de R&D encore aujourd'hui. Technique extraordinaire, super fort. Là. Lui, un peu le père du procédé puis le père de technique de la compagnie qui a fait monter cette compagnie-là. Là, puis qui a... Étais-tu là quand t'étais arrivé? Ou Oui, il était là quand j'étais arrivé. Oui, tout à fait. Il t'a vu arriver aussi? Puis... Il m'a vu arriver, puis ça a été... au début, il y a eu de l'ajustement, mais ça va super bien. Il est rendu actionnaire d'Annie, d'ailleurs. OK. Dans la compagnie. Là, depuis quelques années, là, il est actionnaire. Es-tu actionnaire pour dire qu'il y a des décisions ou tu sais, des fois, il y a des entreprises qui viennent donner des petits pourcentages pour aider les... C'est pas un gros actionnaire. Ouais. Mais il a toujours son mot à dire. Techniquement, c'est lui le boss là, chez Pultral. Là. C'est ça. C'est quand même c'est pas rien. Tout, ouais. Ça fait que c'est notre gourou technique. Mais c'est sûr que c'est un petit actionnaire. Il n'a pas vraiment son mot à dire. Là. Tu décides qu'on va à droite, on va aller à droite. Ouais, on s'entend bien. Puis la plupart du temps, on est d'accord sur les moves que la compagnie prenne. Là, ça va assez bien de ce point de vue-là. Puis en termes de produits que vous faites chez Pultral, c'est-tu... c'est des composites, des portes. Pourrais-tu me dire un peu c'est quoi les On fait plein de produits. Bon, il y a deux grands secteurs. Là. Il y a un secteur qui s'appelle le sur-mesure. Ça, le sur-mesure, c'est ça que M. Bernard a parti en 87, puis qui a tranquillement fructifié pour devenir un peu plus gros jusqu'en 2005. En 2005, il y a un autre produit qui commençait à voir le jour. Ça, c'est l'autre secteur, c'est le secteur armature composite. Le sur-mesure, ce qu'on fait, c'est un produit, un client. Tu débarques chez nous, tu as une business, tu fais, je sais pas moi, des autobus, tu veux qu'on habille ton autobus, exemple, Prévost-Car, qui est un gros client chez nous. Ouais. Puis tu veux avoir un procédé, tu veux faire ça avec le procédé de pultrusion, mais on va développer la pièce pour toi. OK? Ça va être ton outillage, mais la pièce, on va la faire que pour toi. C'est pas une pièce qu'après ça, on va aller vendre à 3 autres manufacturiers d'autobus, tu comprends? Le sur-mesure, c'est le même sur toute la ligne. On fait dans n'importe quel marché. Fait qu'on fait du militaire, on fait du Hydro-Québec, on fait du transport, comme par exemple Prévost, Novabus, c'est des clients chez nous. Dans le train, avec Alstom, Bombardier, etc. On fait à peu près dans n'importe quel marché. Ça va des implants dentaires, OK, aux panneaux de 40 pieds qui habillent des autobus Prévost-Car aujourd'hui. C'est fou. Puis quand tu dis pultrusion, c'est le procédé qu'on utilise. C'est le procédé, OK, ouais. Pour faire de tous nos produits. Okay. Donc, la pultrusion, c'est vraiment du côté du sur-mesure. C'est quoi, la pultrusion? C'est que c'est pas un moule dans lequel tu viens laminer ou projeter de la fibre, puis après ça, mettre de la résine, puis tout ça. C'est vraiment un procédé continu. Fait que
tu as des bains de résine, tu as des fibres de verre, des monofilaments de verre, tu as des mats, toutes sortes de produits que tu peux ramener là-dedans. Mais ce qui se produit, c'est que le verre est mouillé dans un bain de résine, puis après ça, il est amené dans une filière, un moule, puis c'est là qu'il y a une réaction chimique qui est enclenchée avec la chaleur. Fait qu'on va mettre de la chaleur va activer des catalyseurs, c'est des peroxydes, tout ça. Puis ces catalyseurs-là, ils vont partir une réaction chimique. Ton produit, il rentre dans le moule, il est liquide. Quand il sort l'autre bout du moule, il est solide. La polymérisation est complète. Le produit est solide. Pourquoi on appelle ça pultrusion? C'est parce qu'on tire le produit en dehors du moule. On pultrusion. On tire en dehors du moule par opposition à extrusion. Extrusion de plastique, par exemple. Eux autres, ils poussent. Ils poussent ça à travers le moule. Fait que nous, on tire parce que le produit est assez fort pour se tirer lui-même. Fait que tu as des différentes façons de tirer. Ça peut être des chenilles qui tirent, ça peut être des systèmes réciproques qui viennent tirer, puis après ça, qui prennent la relève un de l'autre. Fait que tu tires le produit en dehors du moule, après ça, tu le coupes à la longueur désirée. C'est un procédé qui est continu puis qui n'a pas beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Fait qu'une fois que tu as fait ton setup, tu as fait ta mise en œuvre, tu roules le produit, puis tu peux ne jamais arrêter pendant 1 an de temps, si tu veux. Tant que tu maintiens tes paramètres de procédé, tout ça, ça fait que ça devient c'est la machine qui fait le travail. Un peu comme tu disais, le chimique en toi, ton étudiant en toi qui dit ben ce type de produit-là, ça t'intéressait parce que c'est une réaction chimique. Avec l'aide de gars comme Danny Saint-Cyr, qui est un gars de la région d'ailleurs, là, ben, j'ai appris le procédé. Puis après ça, on essaie de le pousser. En équipe, on essaie de le pousser plus loin puis de l'amener plus loin. D'ailleurs, ça nous a amené à développer, ce que je viens de te parler, c'est la pultrusion qu'on fait dans le sur-mesure. Ouais. Il doit y avoir 500 pultrudeurs dans le monde en ce moment. C'est pas un procédé qui est unique à Pultral. Mais qui n'est pas... c'est pas courant. C'est ça, exact. Pas courant. Tu sais, au Québec, il n'y en a pas 10 des pultrudeurs, il y en a 2. Il y en a 2. Puis, tu sais, au Canada, il y en a une dizaine. C'est ça. Tu vois le genre. Après ça, ben, à partir du procédé de pultrusion, puis du génie qu'on a à l'interne, on a développé un autre procédé pour faire de l'armature composite. Fait que là, c'est complètement différent. C'est pas une approche one-on-one, là, tu sais, un client, un produit. C'est une approche, une gamme de produits, 10 000 clients potentiels. Fait que l'armature composite, c'est quoi? Ben, c'est comme l'armature d'acier pour le béton, sauf que c'est fait à partir de notre procédé qu'on a breveté, qui est une déformation de la pultrusion, qui est plus rapide, qui nous permet de faire des finis de surface qui vont adhérer au béton. Et donc, ce procédé-là, le produit qu'on fait s'appelle Virod. Virod, c'est pour vinyle-ester rod. C'est un produit qui ne rouille pas. Donc, quand on regarde les infrastructures au Québec, tu regardes, par exemple, le Turco avant qu'il le répare, c'était épeurant parce que c'était rouillé partout. Le béton tombait, il écaillait. Pourquoi? Parce que l'acier, quand il rouille, il prend de l'expansion, comme quand l'eau gèle, puis il fait craquer le béton autour. Ça fait que, tu sais, quand on voit les ponts qui tombent, le monde qui se dégrade, je devrais dire, parce qu'ils n'en tombent pas souvent quand même, il faut être honnête, là. Ben, c'est l'acier, le problème, la plupart du temps, c'est l'acier qui rouille. Avec nos matériaux à nous, là. C'est ça. L'eau s'infiltre, sel qu'on met pour déglacer. Éventuellement, il va pénétrer dans la structure, il va venir accélérer la corrosion. Un mélange qui n'est pas tant le fun. Ben, c'est ça. Ça fait que là, quand ton acier rouille, il prend de l'expansion, il fait craquer le béton autour, ça s'infiltre encore plus, ça rouille encore plus. Fait que là, tu es prêt avec un cercle vicieux qui accélère la dégradation de ton infrastructure. Nous autres, on a M. Bernard, quand il commençait à développer ça dans les années 90, c'était sa vision. Essayer de remplacer l'acier d'armature. Puis là, mais nous, on a poussé l'idée et on l'a amené à un niveau industriel. On a changé de procédé 3 fois, tu sais, puis on a vraiment fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de produire de l'armature de façon industrielle à coût de milliers de tonnes parce qu'il fallait qu'on soit capable de fournir le marché de la construction avec ça. Mais c'est ça. En gros, l'armature composite, c'est l'autre portion de notre business. Puis c'est une portion qui est appelée à se développer très rapidement puis qui est en croissance rapide à l'heure actuelle. OK. Fait que là, je te dirais, les deux portions sont
Je dirais un 55-45. C'est quasiment 50-50. OK. Mais la portion armature composite, là, elle croît typiquement plus rapidement que l'autre. C'est tout ça qui vous a fait monter en flèche pour amener une entreprise comme vous avez aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, celle-là, mais aussi sur mesure. Oui, c'est sûr Les que deux ont cru, là. Faut être honnête. la clientèle est là aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que le sur-mesure nous amène beaucoup de stabilité qu'on n'a pas parce que tu es en plein marché. Ouais. Il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui prend relève, tu es plus diversifié. Tandis que la construction, ben, quand tu es trop construction, ça peut tomber. Comme en ce moment, c'est pas bon, la construction. Ouais, c'est ça que je voulais en parler un peu, justement. Aujourd'hui, on est le début février, tu veux pas, les marchés ont bougé. La construction, comment que ça se passe au niveau de... Vous êtes pas trop au Québec, mais vous l'êtes quand même. Vous êtes plus pas international. On parle de l'Amérique. On n'est pas vraiment international, quoi qu'on a de l'inventaire en Allemagne. OK. On a fait des jobs au Qatar, aux Émirats, on a fait beaucoup de jobs en Australie. On n'est pas international dans le sens qu'on n'est pas installé. Ouais. Mais on a des distributeurs internationaux. Puis les Allemands viennent nous visiter bientôt. L'idée, c'est de transférer notre technologie, de faire peut-être un joint venture avec eux éventuellement. Fait que non, on n'est pas international, on est plus continental. Vraiment au niveau continental. On a une usine ici à Thetford. En fait, on en a deux maintenant. On a fait une location dernièrement. On n'avait plus de place. Il fallait qu'on sorte à quelque part. Fait qu'on a loué un local ici sur la 112. Puis on a une usine à Rockford, en Illinois, qu'on a acheté il y a 2 ans. OK. On a acheté un autre pultrudeur, comme nous, qui fait du sur-mesure. Puis on est en train d'y transférer une portion. Ben, pas transférer, mais d'acheter des lignes pour envoyer de la production aux États-Unis. OK. Là, justement, parlons un peu du fameux marché qui bouge. Tu dois... ça doit être stressant à un certain point, mais ça doit être quelque chose qui bouge dans ton secteur. Comment ça se passe? Écoute, c'est stressant, c'est sûr. On n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. Puis, tout ce qui est hors de notre contrôle est stressant, surtout avec les menaces qui pointent à l'horizon. Là. Écoute, tout ce qu'on fait, c'est de réagir du mieux qu'on peut. On n'a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire. Non. On peut sûrement pas se fier à notre bon gouvernement. En tout cas, à date, il nous a déçus souvent. Fait qu'on va voir éventuellement, peut-être qu'il y en a un qui va réagir comme il faut. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on produit à pleine capacité. On essaie d'envoyer le plus de stock possible à notre usine de Rockford, qui est produit ici. Surtout dans le cas de la virode. Parce que la virode, là, on ne peut pas en faire aux États-Unis en ce moment. Là. Okay. On fait juste ici. Ouais. Puis c'est correct. C'est ici qu'il faut en faire le plus possible parce que c'est moins cher à produire ici que là-bas. OK. Puis notre objectif, ça n'a jamais été de transférer notre production là-bas, mais c'était plutôt de répondre au Buy American Act à l'époque. La décision stratégique d'acheter une usine aux États-Unis, il y avait 2 choses là-dedans. Il y en avait une, c'était de répondre au Buy American Act, plus précisément le BABA, là, Build American, Buy American. OK, ouais. OK, tout ce qui est subventionné par le fédéral, les projets qui sont financés par le fédéral, je devrais dire, aux États-Unis, vont exiger un contenu américain. OK. Tu ne pourras pas arriver avec un produit comme le nôtre, fait au Canada, 100%. Ça va prendre 55% de contenu américain dedans. OK. Pour ce faire, il n'y a pas de choix que d'aller produire aux États-Unis. Ça fait que ça, c'était une des raisons parce qu'on ne voulait pas perdre nos clients. Nous autres, on fait beaucoup d'affaires au Texas, en Floride en ce moment. On ne voulait pas perdre ce marché-là qu'on a bien construit. On a construit, parce qu'on est un leader mondial en armature composite, puis on veut garder cette position-là de leader mondial. L'autre raison, c'est que l'usine étant à Rockford, en Illinois, très proche de Chicago, on venait vraiment occuper le corridor de la vallée du Mississippi. Ça va très bien shipper d'ici jusqu'en Floride. Mais dès que tu t'en vas vers l'ouest, les prix montent et le transport est difficile à obtenir. OK. Et à chaque fois, puis c'est arrivé moultes occasions qu'on a perdu des jobs parce que, c'était dans l'ouest, Californie, c'était... Ouais. Puis le transport, c'était exorbitant. On n'était pas capable de suivre. Pas juste exorbitant, c'était long aussi. Ouais. Là, en ayant une usine à Rockford, on vient occuper le centre des États-Unis. Et vraiment, là, tout le corridor qui part de Chicago puis qui descend jusqu'au Texas, ce corridor-là
c'est efficace de partir de Rockford, dans l'Illinois, puis de shipper au Texas. Mais il faut quand même que, justement, les rods, vous les amenez à Rockford? Oui. OK. Sauf que l'idée, c'était aussi, dans le plan initial, c'est de transférer une portion de notre capacité de production là-bas. En fait, c'est pas de transférer, c'est d'acheter des nouvelles lignes puis de les installer là-bas. Ouais. OK? Pour partir, pour avoir une capacité de production américaine. Mais l'idée aussi, c'est de produire le plus possible ici, parce qu'ici, c'est moins cher. Ouais. Plus efficace. Puis c'est ici qu'on a l'expertise technique. C'est ici qu'on veut prendre de la croissance, de l'expansion. Sauf qu'à un moment donné, ça prend un contenu US, puis on peut pas se permettre de perdre tout ce business-là, parce qu'on va la perdre ici aussi, là. Nous autres, comme compagnie, on veut la garder. Ça fait que c'est ça. On est en train de transférer, d'envoyer une ligne là-bas pour pouvoir produire, avoir du contenu américain. Puis la stratégie, ben pas la stratégie, mais le fait que le Québec soit un peu plus en retard comparativement aux États-Unis en termes d'implantation de des armatures comme ça a-tu... c'est-tu quelque chose que vous travaillez à tous les jours pour qu'ils l'utilisent plus ici? Bon, nous autres, là, quand on a commencé dans l'armature composite, là, on a commencé à travailler là-dedans sérieusement, je te dirais en 97-98. J'étais pas là. J'ai plus le tral encore. Et puis, il y a des comités qui se sont formés, tout ça, puis on a commencé à vouloir pousser ce type d'armature-là dans les codes des ponts. Les codes des bâtiments canadiens, c'est ça, tout ça. Mais on était deux gros joueurs en Amérique du Nord. Il y avait nous au Canada, puis il y avait Hughes Brothers aux États-Unis. Au Canada, c'est nous autres qui a poussé tout ça. Fait qu'on a poussé les codes, on a vraiment travaillé fort, tout ça, pour créer le marché. Le marché canadien, c'est le plus avancé au monde dans l'armature composite. Il n'y a pas une place au monde qui utilise plus per capita d'armature composite que le Canada. Fait que tu sais, ça, c'est grâce à Pultral, entre guillemets, parce que c'est nous autres qui a poussé les codes, puis c'est nous autres qui fait la promotion en grandeur du pays depuis des années. Le Québec, c'est plus dur. C'est pas plus dur dans le privé. Dans le privé, ça va super bien au Québec. Ça va même mieux qu'ailleurs. Ouais. C'est dans le gouvernemental. Nous autres, là où on a plus de la misère, c'est au ministère des Transports du Québec. Pourquoi? C'est dur à dire. On est dans... éventuellement, moi, je pense que c'est les lobbies qui nous nuisent, les lobbies de l'acier, puis les lobbies de l'acier galvanisé aussi. OK. Donc, qui sont très forts au Québec. Et on peut s'imaginer un ArcelorMittal qui ne voudrait pas qu'on vienne remplacer son produit dans les ponts du ministère des Transports. On peut aussi s'imaginer qu'un Corbec, qui a un monopole dans la galvanisation au Québec, ne veut pas qu'on les remplace comme armature dite résistante à la corrosion. Fait que ça a été dur. Par contre, on a du succès en Ontario, on a du succès dans les Maritimes, on a du succès en Colombie-Britannique. On a moins de succès en Alberta. Fait que ça dépend des fonctionnaires, ça dépend des individus en place. On a beaucoup de succès dans le Maine. On en vend beaucoup dans le Maine. On fait plein de ponts dans le Maine. On fait beaucoup de projets en Floride. Beaucoup de projets au Texas. Eux, c'est pas les sels déglaçants leur problème. Hein? Ils n'ont pas de problème de neige. Eux autres, c'est les sous-structures, les fondations des ponts. Okay. Tout ce qui est fondation de pont est souvent dans l'eau salée. OK, ouais. Fait que là, on fait deux gros projets, un gros en Caroline du Nord et un gros en Floride en ce moment, en même temps, en parallèle. C'est extraordinaire. Eux autres, ils ont embarqué dans le game. Ils ont vu cette solution-là à leur problème de corrosion. Au lieu d'avoir peur, ils ont dit on le fait. Puis... Ils ont poussé, c'est sûr que ils n'ont pas fait ça en cowboy. Là. Ils ont fait ça en suivant les règles de l'art. Puis c'est très sévère. Il y a des certifications ici et ça. Au Québec, c'est plus dur. On fait un petit pont par-ci, par-là. Mais quand il y a un projet, il y a un consortium, puis c'est du privé, ça va super bien. Hydro-Québec l'utilise aussi, il faut le dire. Il l'utilise pas mal. Le REM à Montréal, c'est plein d'armatures composites. Là. Mais si le MTQ avait été impliqué dans le REM, il n'y en aurait pas eu. Ouais, ils auraient mis leur grain de sel sur « on veut pas ». Ben, je te donne un exemple. Le pont de l'île d'Orléans, dernièrement, on a approché les consortiums. Celui qui a été choisi, le consortium qui a été choisi pour faire ça. Puis c'est une fin de non-recevoir. Ah. Il n'y en aura pas dans le pont de l'île.
de votre armature composite. Pourtant, on fait des ponts encore plus gros puis encore plus impressionnants là, ailleurs dans le monde. Mais chez nous, on peut pas. C'est décevant. On commence à travailler là-dessus là, avec... en fait, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, là, mais là, on recommence avec une autre stratégie. On espère que ça va fonctionner éventuellement, qu'on va pouvoir être chez nous. Là. Ils disent encourager local, puis tout ça, puis dans le fond, c'est ça. Ils encouragent local, mais ils encouragent d'autres locales. Ouais. C'est qu'il faut encourager local. Je peux comprendre le principe là, jusqu'à un certain point. Tu n'encourages pas le local si c'est moins bon puis c'est plus cher. Non, exact. Je pense pas que le Costco va se vider là, parce que Trump met des tarifs. Il faut juste être réaliste. Le monde, ils vont essayer d'y aller pour le meilleur rapport qualité-prix. Eux autres, ils essayent d'en faire le plus possible avec leur argent, ce qui est tout à fait normal. Puis c'est humain. Puis le fait québécois, à prix égal, qualité égale, ils vont acheter québécois. Là. C'est bien correct aussi. Mais je pense pas qu'ils sont prêts à faire des gros compromis. Non. Des petits, oui, peut-être, là, mais pas des gros. Puis c'est ça. Puis ça fait que là, en ce moment, moi, je pense que si il y avait une belle ouverture au ministère des Transports, ce serait d'utiliser notre armature sans éliminer l'autre type d'armature qui est très bon. L'armature d'acier, c'est un super produit. Mais là où il y a de la corrosion, c'est nous autres les meilleurs. C'est nous autres qui devraient avoir le marché. Comme on l'a en Ontario, par exemple. Fait que, tu sais, c'est juste une question de temps. Éventuellement, il va falloir qu'on en vienne là, je pense, comme province. Là. Ouais. C'est inévitable. Mais ça va venir, ça va être progressif. Ouais. Puis produire ça, justement, en région comme à Thetford, est-ce que ça peut avoir des avantages et a sûrement des désavantages? Comment que vous vivez avec tout ça? Quand on a acheté Pultral en 2005, c'était un gros avantage. Moi, j'ai des amis qui ont des entreprises à Québec, par exemple, où ils commençaient déjà à vivre de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Ouais. Or, nous, ici, on est arrivé avec un taux de chômage élevé. Les mines fermaient ou ils venaient de fermer. Ouais. C'était pas... on passait une annonce à l'époque dans le journal, encore. Ouais. Puis, il y avait une file à la porte. C'était le fun. On était capable de choisir nos employés. Puis, les gens voulaient travailler. Là, aujourd'hui, je te dirais qu'autour de 2015, on a senti vraiment là, que ça marchait plus. Ça stagnait. Ouais. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on amène des travailleurs étrangers éventuellement un peu plus tard. Mais écoute, nous autres, dans la construction, dans le secteur Virode, un pont, il faut que l'armature soit là à l'heure. C'est pas à la semaine près, c'est à l'heure près. Il faut que ton stock soit là pour que les travailleurs que le contracteur a envoyés pour placer ton armature soient occupés à placer ton armature, mais pas à se tourner les pouces. Tu sais, pour cher de l'heure, ces gars-là. Fait que on a fallu qu'on s'ajuste à ce marché-là. Tu sais, des fois, tu prends du retard, il y a des problèmes en procédé, il arrive plein d'affaires. On demandait à faire de l'overtime en 2017-2018, je me rappelle. Il n'y a personne qui voulait. Il y a personne qui mettait son nom. OK. Là, c'était du temps et demi, tu sais. Ouais. Là, bon, OK, on montait à temps double. Là, tu avais une couple de noms, on n'avait pas assez. À la fin, il fallait qu'on y aille au temps triple des fois. Parce que si on ne livrait pas, nous, à temps sur le chantier, on avait des pénalités. Des pénalités avec des amendes qui sont quand même 10 000 par jour de retard. Ça fait que, tu sais, puis, oui, il savait. Ça fait qu'il profitait de ça. En 2019, 2018, 2019, on a rentré des travailleurs étrangers. Ben là, quand on mettait à la feuille d'overtime dans la cafétéria, là, on avait des Martinez, des Perez, qui venaient mettre leur nom tout de suite. Fait que là, tu sais, ça nous a permis de, OK, respirer un peu plus. Puis, tu sais, parce que quand tu es rendu à payer 30 triples, là, tu peux pas leur filer au client. Là. Non, c'est ça. C'est fait, c'est contractuel, t'es barré, de prix barré, ça fait que ça faisait mal. Là, tu sais, avec les travailleurs étrangers, ça nous a sauvés, puis ça nous a permis la croissance qu'on a eue depuis les 5-6 dernières années. Tu sais. Sans ça, on n'aurait pas pu. Fait que ça a été un avantage d'être à Thetford au début parce que le taux de chômage était élevé. Puis on avait une expertise ici dans la boîte qu'on voulait garder. Ben oui. Déménager Pultral, tu perds une grosse partie de l'expertise, puis ça, il n'y en a pas question. Fait que, mais cet avantage-là, il s'est estompé avec le temps. Ouais.
Vraiment, là, il n'y a plus aujourd'hui, c'est rendu aussi pire que Québec. Trouver du monde ici, c'est très difficile. C'est un problème démographique. Parce que c'est pas pire ici qu'ailleurs. Mais Ouais, c'est différent. on n'a pas le choix que de passer par les travailleurs étrangers, malheureusement. Mais c'est ce qui vous a permis de continuer à croître énormément. Exactement. Ouais. Sans eux, on n'a pas de croissance. Vous en avez combien, là? On est rendu on a autour de 60 travailleurs étrangers à l'heure actuelle chez Pulcare, sur 180 quelques employés. Fait que, tu sais, ça, c'est au Canada, là. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est pas négligeable. Tu es rendu au tiers plus que le tiers. Puis quand tu regardes les employés d'usine, on est rendu au-delà de 50 %. Là. Ça fait que oui, on a besoin d'eux. On les aime, ils sont bons. Puis, tu sais, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas meilleure immigration qu'une immigration qui travaille. Ouais. Il n'y a pas meilleure façon d'intégrer un immigrant quand il donne un job. OK, là, il a un bon revenu, il profite, paye ses impôts, fait ses affaires. Il n'est pas sur le chômage là, au crochet de la société à faire des crimes parce qu'il ne sait pas comment se sortir du trou. Là, il a un job, il est valorisé, il ramène sa famille, éventuellement, devient un citoyen canadien. Ses enfants apprennent le français à l'école. Lui, son français va toujours être cassé, un peu croche. Ouais. Regarde, comme si moi, j'allais au Mexique demain matin, mon espagnol serait toujours croche. Même si je n'aurais pas le choix de l'apprendre. C'est ça. Ça fait que je pense que les gouvernements, il faut qu'ils nous donnent un break là, avec ça. Là, on se fait frapper dessus avec les tarifs, on se fait frapper dessus avec les travailleurs étrangers en ce moment. Ils veulent nous réduire ça à 10 %. Là. Ouais. Pour nous, c'est fini la croissance ici. Là. Ouais, c'est ça. Puis on a le loisir, nous, d'avoir une usine aux États-Unis. Là. Fait que continuer de nous frapper dessus. On s'en allait aux États, malheureusement. C'est pas notre objectif, encore une fois. Je veux croître ici. C'est ici que c'est moins cher de produire. C'est ici que c'est mieux pour nous autres parce qu'on a l'expertise technique qu'on n'a pas là-bas. Ouais. Puis, tu sais, les travailleurs autonomes, justement, les travailleurs étrangers, ils vous permettent de croître. Avec les dernières années, ça vous a-tu permis de continuer la R&D pour optimiser votre procédé ou votre procédé est bien établi? Notre procédé, écoute, c'est notre procédé. Ça fait qu'on l'a développé à l'interne, on l'a breveté. Ça fait qu'il est encore jeune, notre procédé. Hein. On l'a développé pour Virol. C'est un procédé qu'on a développé en 2015. 2015. Fait que, tu sais, il y a 10 ans aujourd'hui. C'est quand même jeune. Fait que le procédé est en constante amélioration. Ça va beaucoup mieux que ça allait en 2015. Mais on sait qu'on peut pousser encore et qu'on est capable d'améliorer ce procédé-là. Puis l'équipe d'R&D est encore en train de faire des améliorations au moment où on se parle. On a 2 projets d'amélioration sur nos lignes qui sont faits par l'équipe d'R&D. Puis ça, c'est le secret du succès. Là. Parce que l'armature composite, éventuellement, va devenir une commodité. Ça n'en est pas une en ce moment. Puis, mais ça va le devenir. C'est inévitable. Puis le jour où ça va le devenir, ben, tu as besoin d'être le meilleur à produire. Si tu n'es pas le meilleur à produire, tu vas te faire battre par ta compétition. Ça fait que c'est une course, puis on est là-dedans. Puis on investit, puis on y croit, puis on a une équipe technique forte, puis on pousse là-dedans. On n'a pas le choix. Est-ce que, comme là, vous travaillez justement dans la construction, est-ce que c'est quelque chose qui est disponible en quincaillerie comme une rotte d'acier ou c'est juste... Bientôt. Bientôt, OK. Ouais, bientôt, on va rentrer dans les quincailleries au Québec. Ça va commencer cet été. Fait que ça va être accessible comme pour tout le monde pour faire leur petit projet. Il y en a une couple de quincailleries à gauche, à droite, mais c'est anecdotique pour l'instant. Ouais. Aux États-Unis aussi, ça commence. Il y a des compétiteurs à nous qui sont rentrés dans des quincailleries comme Lowe's, par exemple. Ouais. Puis là, nous, on travaille des dossiers avec des gros joueurs aussi aux États-Unis. On va en parler, mais c'est des choses qui vont arriver. On a, à l'heure actuelle, 15 points d'inventaire aux États-Unis. Parce que c'est un marché, la construction. Le gars se lève le matin, là, il pense pas, là, dans 3 semaines, je vais avoir besoin d'armature à telle place. Là. Non, c'est ça. Lui, il prend le truck, il débarque, il passe à quincaillerie ou chez son distributeur de produits de construction, puis il ramasse un bundle de rods, met ça dans le pick-up ou met ça dans le camion. Passe à job. Puis il s'en va au site. Ouais. Mais il faut qu'elle soit là, la rod, il faut qu'elle soit disponible. Si elle n'est pas disponible, ben il passe tout droit ou il prend un autre type de rod, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça qu'on a travaillé. On a tout un réseau de distribution puis d'agents manufacturiers aux États-Unis.
On a une quinzaine de points, là, y compris notre usine à Rockford, là, où on a de l'inventaire. Puis, ça fait que c'est important. Là. Ça fait que tout ce réseau-là s'est développé. C'est vos prochains projets d'envergure. Oui, notre projet en fait, ce projet-là s'est développé en 2023-2024, c'est-à-dire d'aller chercher, de couvrir tout le territoire américain et canadien avec des agents manufacturiers. Puis avec de l'inventaire partout. C'est un beau projet, ça? Oui, ça a bien été d'ailleurs, puis ça porte ses fruits déjà. Là. On est capable, malgré un marché de construction qui est en décroissance, qui est quand même tranquille, on parle de moins 30% cette année. J'ai plusieurs de mes collègues qui sont dans le secteur de la construction, là, mais nous autres, c'est plus 20. Oui, c'est ça. Parce qu'on est un marché en croissance. On est un produit en croissance que le monde veut de plus en plus. Même si le marché est décroissant, on réussit à croître pareil. Mais que le marché revienne en croissance, ça risque d'être débile. Ouais. Ça risque d'aller vite. Faut pas que ça aille trop vite. Parce que là, tu tombes dans des problèmes de gestion de la croissance. Ouais. Puis, là, vous y allez d'un bon ça peut pas, être dangereux. Ben 20%, c'est déjà assez ambitieux. Là. Mais tu sais, on a fait des années à 50. Là. Tu doubles ta business dans l'année. Là. C'est fou. Là. Ah non, regarde, c'est tough sur l'équipe. Fait que, tu sais, ça prend une bonne équipe. On a une bonne équipe d'opération ici, mais à un moment donné, il y a des limites. Tu peux stretcher ton monde un peu, là, mais tu peux pas leur demander d'être dans le fond. Non, c'est ça. 12 mois par année, tu sais. Ouais. Tu sais, là, on parle vraiment de Pultral, tu sais, de l'entreprise auquel ça fait 20 ans que t'es là, tu sais. 25. Que je suis dans le groupe, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que t'es très bien impliqué. En tant qu'entrepreneur, t'es-tu diversifié ou t'es beaucoup... tu mets toute ton énergie sur Pultral? En tant qu'entrepreneur, là, en ce moment, je suis uniquement sur Pultral. Okay. Écoute, j'ai des petits projets personnels. Là. Tu sais, j'ai un vignoble en arrière de la maison, des affaires de même, mais c'est pas rien de... C'est prenant, un vignoble. Là. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est de la job. Ça, je l'avais sous-estimé un peu, je dois l'avouer, là, mais... Du reste, j'ai pas d'autres entreprises, non. Okay. J'ai eu des blocs appartements, des affaires de même là, avec ma femme, tout ça, mais non, c'est Pultral. C'est en masse, crois-moi. Ben justement, comment tu fais pour rester... y a-tu des choses qui travaillent la nuit, des stress, puis tout ça, avec toutes les ça bouge énormément? Là? Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, je te donne l'exemple des tarifs la semaine dernière, dimanche d'ennui... à un moment donné, tu te réveilles pour une raison X, puis tu as de la misère à te rendormir. Tu penses à ça, puis tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. Quoi les stratégies? Tu appelles les autres entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites, les filles? Qu'est-ce qui se passe? Là? C'est quoi les stratégies? On avait déjà pas mal des bonnes stratégies, c'est-à-dire que nous autres, dès qu'on a su qu'il y aurait peut-être des tarifs, je pense que c'était un mercredi, puis il menaçait de mettre des tarifs le samedi. 2 semaines de ça. On a pris tout ce qu'on pouvait, on l'a tout livré aux États-Unis à notre usine de Rockford, chez nos clients. On a tout livré ce qu'on pouvait en catastrophe. Ouais. Après ça, samedi, il a décidé de nous redonner un délai jusqu'à mardi. C'est là que le dimanche soir, le dimanche d'ennui, je dormais moins bien. Ouais. Mais tu sais, en gros, ça a été, le mot d'ordre, ça a été, on va produire le plus possible, puis on va shipper encore ce qu'on peut le plus livrer possible. Puis là, il nous a donné un autre délai, un autre sursis d'1 mois. Il en reste 20 jours à ce mois-là. Ouais. C'est ça. On produit à pleine capacité, puis on envoie notre stock aux États-Unis pour essayer de créer un tampon suffisant pour qu'on soit capable de compenser après avec notre usine américaine. Pour pas perdre des clients aux États-Unis. Ouais. Mais tu as le fameux 55% de contenu américain là, qui est nécessaire. Puis ça, quand tu as les tarifs qui te menacent, ça devient encore pire. Là. Ouais, c'est sûr. Encore pire parce que là, non seulement tu peux... Avec un 25%, là, c'est fort probable que tes clients vont se revirer vers des fournisseurs américains. Ouais. Heureusement, il y a des choses que mes compétiteurs sont pas capables de faire. Sauf que si jamais le tarif débarque, ils vont se concentrer à être capables de le faire au PC, justement, pour m'enlever, pour me sortir du marché. Fait qu'en amenant ça en Illinois, à l'usine américaine,
Là, on va quand même pouvoir respirer un peu plus par le nez. Mais idéalement, je veux produire d'ici parce que c'est moins cher à produire d'ici. Ouais. Là-bas, là, ils ont un tarif de 35% sur tout ce qui rentre de la Chine. OK? Puis nous, ici, la matière première, elle rentre beaucoup de la Chine. Pas de tarif. Ouais. Fait que t'imagines, le dollar canadien est faible. Les matières chinoises qui rentrent chez nous à pleine porte, sans le tarif US, mes compétiteurs américains ne sont pas capables de me suivre. C'est impossible. Fait que, tu sais, fait que là, avec le tarif, ça viendra offsetter, si tu veux, entre guillemets, là, éliminer la différence, voire m'amener dans un désavantage de 5 à 10% sur mes compétiteurs américains. Fait que c'est ça que je vais pouvoir compenser avec l'usine US. Mais idéalement, tu veux produire d'ici dans ce contexte-là. Ouais. Selon moi, ça pourrait bien que Trump il demande à nos gouvernements de tarifer les Chinois aussi, là, pour arrêter de mettre ces compagnies en désavantage versus celles du Canada puis du Mexique. Ouais, Tu comprends? Puis de faire vraiment mal à l'économie chinoise. Ben, on va voir. Il est très imprévisible. On ne sait pas trop c'est quoi le plan. Pas évident. Là, ben, ce qui m'amène un peu à dire que tu as autour de pas loin de 200 employés. C'est à peu près 240 en ce moment total dans le groupe. Total? Ouais. Tu sais, ça l'amène, t'as beaucoup de familles à nourrir à un certain point. Fait que, comment tu vis avec c'est un stress. Ouais. Comment tu vis avec ce stress-là? Écoute, c'est sûr que là, je voudrais pas... c'est stressant, puis quand tu regardes les tarifs, c'est dur de prédire comment mes clients... C'est mes clients qui payent les tarifs, c'est pas moi, là. Ouais. Ça va être les Américains qui vont payer les tarifs, c'est pas les Canadiens. Comment ils vont réagir à ça? Ouais. Ils vont-tu dire, OK, je vais continuer de faire affaire avec Pultral, parce que j'ai des clients sur mesure aussi aux États-Unis, ou si je vais vraiment trouver un fournisseur américain, combien de temps ça va leur prendre de changer de fournisseur? Parce qu'il faut que tu fasses approuver un autre produit, puis ça, l'ajustement, puis tout ça. C'est stressant, mais il y a tellement d'incertitudes, c'est tellement imprévisible que à un moment donné, tu te dis, ben là, on va voir venir, puis on va réagir quand ça va être le temps. On va faire tout ce qu'on peut en ce moment pour justement éviter de perdre des jobs. C'est sûr que tu te lèves il m'est arrivé pendant la COVID de me lever un matin, il fallait que je coupe 30% de mon personnel. C'est pas agréable. Non, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, mettre du monde dehors, il faudrait qu'il y ait huissier ou je sais pas trop, mais je veux dire, c'est pas entrepreneur. Non. C'est pas l'objectif, puis c'est vraiment triste. Tu vas voir du monde pleurer dans ton bureau. Mais t'as pas le choix. Comme ils disent, là, for the greater good, là, tu le fais pour le reste de la boîte. T'sais, toi, ta job, c'est de maintenir la boîte. Ouais. Puis si t'en slack 30, c'est pour qu'il y en ait encore 70 qui aient une job. Ouais. T'as pas le choix. Fait que, c'est des décisions qui sont tough, qui sont pas le fun, mais t'as pas le choix. Ouais. C'est pas ça qui t'empêche de dormir. Ce qui t'empêche de dormir, c'est hey là, Criff, comment je vais réagir pour pas que la compagnie elle vire à l'envers. Ouais. Puis ça, c'est tous les jobs qui partent. Fait que c'est ça qui est stressant. Minimiser les impacts. Puis quand tu slacks 30% de ton personnel, là, tu prends du recul là, parce que tu as engagé ce monde-là, tu les as formés. Tu les slackes pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils font pas le travail. Tu les slackes parce que tu n'as pas le choix. Tu as une baisse de vente, une baisse de demande. Puis c'est un gros recul pour l'entreprise. Là. Quand tu fais ça, c'est la dernière option. Ouais. Parce que reformer ce monde-là, ça coûte une fortune. Puis tu regardes juste en termes de cash. Après ça, c'est le volet humain. Le monde, ils se disent, hey, je suis Pultral, et tu rentres là, puis ils vont te slacker après 1 an parce qu'il n'y a plus de business. C'est ça. Tu te fais une réputation. Mon étier, exact. Ouais. Ça, t'évites ça. Ouais. Le plus possible. Puis là, tu mentionnais justement que tu as plein de collègues dans le monde de la construction, des collègues, des amis dans le monde de la construction. Tu as sûrement des amis aussi au niveau de la manufacture. Oui. Quel genre de conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir de manufacture aujourd'hui, dans le monde économique d'aujourd'hui? Y a-tu des choses qu'il faudrait qu'il sache?
Par rapport au tarif ou par rapport au contexte général? Au contexte général, tu sais, la manufacture, ça a quand même son lot de défis. Ouais. Je reviens plus la question sur t'aurais-tu aimé avoir un conseil? Quel genre de conseil t'aurais aimé avoir quand t'as commencé dans le monde de manufacture? Oui, ça, écoute, la chose que j'ai le plus négligée quand j'ai commencé, comme ingénieur, là, comme un gars technique que je suis, là, pour moi, les ressources humaines, c'était un peu secondaire. Ouais. Tu te rends vite compte que c'est le nerf de la guerre. Et bien s'entourer, c'est le seul moyen de réussir. Ouais. Puis c'est plus tu avances, plus tu montes dans la hiérarchie de la compagnie, plus tu fais des ressources humaines. Ouais. Plus la gestion du monde, puis de garder tes bons, puis de les rendre heureux, puis de leur donner des motivations à avancer, font avancer l'entreprise. Si tu leur en offres pas, comme mettre du monde actionnaire, pour moi, c'était important. Il y a des gens que je voulais qui deviennent actionnaires pour qu'ils bénéficient de la plus-value de la compagnie, au même titre que moi ou d'autres. Ben oui. Fait que ça, moi, le conseil que je donnerais dès le départ, là, c'est vraiment de mettre l'emphase là-dessus. Vraiment de bien s'entourer, puis de maintenir, de s'assurer d'avoir un bon maintien de ton personnel. La rétention qu'on parle tant, là, ouais. C'est incroyablement important. Fait que si tu es capable de stabiliser ton personnel, puis de bouger avec ce monde-là tout le temps, d'avancer avec eux, sans avoir trop de roulement, ça facilite la vie, pas mal. Puis c'est eux qui vont te pousser. C'est eux qui vont te faire avancer, tu sais. Là, tu n'es plus juste la seule locomotive. Non, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Exactement. Puis au début, j'étais un petit peu trop un one-man show. Ouais. Fait que puis ça brûle. Puis l'entreprise, tu monte à ton niveau. Elle ne montera pas plus haut que ton niveau. Fait que si tu veux monter plus haut, tu n'as pas le choix que de déléguer. Tu n'as pas le choix que de donner du pouvoir et d'aller chercher du monde plus fort que toi à plein d'endroits. Ouais. Puis tu l'as réalisé au fur et à mesure, ça? Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça le réaliser plus vite parce que j'ai procrastiné sur des embauches que j'aurais dû faire plus rapidement. Par exemple, c'est directeur de production, ça m'a pris trop de temps. J'aurais dû faire ça très rapidement. Avant, ouais. Puis j'ai négligé mon opération de façon générale parce que pendant 20 ans de temps, Pultral avait plus un problème de vente qu'un problème de production. On avait des capacités de production excédentaires tout le temps. Fait que l'opération, c'était comme, on tasse ça de côté, on se concentre sur les ventes. C'était pas un mauvais move. C'était le move évident à faire. Ouais. Sauf qu'il aurait fallu que je donne un peu plus d'amour à l'opération. Aujourd'hui, on est en rattrapage. On essaye de rattraper le retard qu'on a pris à l'opération parce que là, c'est de l'opération qui est le défi. Ouais. On comprend? Les ventes, ils viennent plus facilement. Fait que c'est ça. C'est facile. En affaires, quand tu as trop de ventes, un problème d'opération. Puis quand tu n'as pas assez de ventes, un problème de vente. Puis là, c'est plus paniquant encore, les problèmes de vente, les problèmes d'opération. Mais c'est jamais parfait. Non. C'est jamais sympathique. On a autant de ventes qu'on a de capacité de production. Ça arrive très rarement. Ouais. Ça fait que faut que tu sois toujours, tu es toujours en balancine entre les deux. Puis avec du bon monde, c'est beaucoup plus facile que sans. Ouais. Faut que tu te fies à du monde plus fort que toi dans tous les domaines. Ce qui va vous élever le plus haut possible. Exact. Comment tu vois Pultral dans 5 ans, là? 5, 10 ans? Bon, avec Pultral, on l'a acheté à 3 en 2005. On était 3 millions. Je me rappelle du premier mois où j'ai été directeur général. Le premier mois, on avait à peine fait 200 000 de ventes. C'était l'hiver, puis c'était tough. Là. C'était tranquille, ce qui n'est pas anormal dans notre secteur. Là. Mais là, tu sais, juste le mois dernier, on a fait proche de 5 millions de ventes là, en un mois. Ça paraît, là. Il y a une petite différence parce qu'en 2005, on a fait 3 millions dans toute l'année. Puis là, on est rendu à 50 millions comme groupe. Fait que où je le vois dans 5 à 7 ans, c'est autour de 100. OK. C'est un bel objectif. Oui, autour de 100 millions de chiffre d'affaires, là. C'est pas mal ça dans 5 à 7 ans. Comment ça va se faire?
Je ne sais pas encore. Ben, tu sais, il faut un objectif des fois. Ben, écoute, hein, on a été longtemps en croissance organique, mais l'acquisition qu'on a faite aux États-Unis, ça a été un succès. En ce moment, c'est 20 de notre chiffre d'affaires seulement. Fait que, tu sais, on a avalé une compagnie plus petite que nous qui a bénéficié de notre pouvoir d'achat. Donc, on a été capable de ramener vraiment des économies d'échelle là-bas. On a été capable de aussi faire beaucoup de belles symbioses, ce qui fait qu'on sauve en frais fixes, entre guillemets. Ouais. Fait que ça a été un bon move. Et aujourd'hui, on transfère aux États-Unis. On a une usine US, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. Non, Il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui, ils paniquent puis ils veulent acheter aux États-Unis. Faut pas faire sans panique. Il faut le faire prendre son temps, il faut le faire intelligemment. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va faire cette croissance-là de façon organique ou ou par acquisition? Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Un peu des deux pour arriver à 100 millions. Est-ce que la partie internationale que tu mentionnais tantôt, que ça joue dans cette augmentation-là ou c'est pas tant de penser? Écoute, le problème pour l'international, c'est le législatif, c'est les règles qui sont en place. Okay. Ici au Canada, on travaille avec le CSA, Canadian Standard Association. Okay, ouais. Okay? Donc, on a un code des bâtiments, un code des ponts, dans lequel on va mettre notre armature. Le reste, le sur-mesure, c'est un client, un produit, puis souvent, on est régi par les normes du client lui-même. Ouais. Fait que ça, on pourra en vendre en Europe, mais on a de la compétition en Europe, puis voyager, c'est pas évident. Ouais. Un Québécois va avoir tendance à nous appeler nous, c'est normal. Ce qui est pas, c'est rare qu'on reçoit des coups de fil de France. Peux-tu me faire une pièce en pultrusion? Donc, c'est moins naturel pour eux. Ouais. On pourrait, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'avantage versus les pultrudeurs européens pour ce qui est du secteur sur mesure. Quand on arrive dans la VIROD, l'armature composite, là, on a un avantage parce que on a vraiment un produit unique, breveté, tout le kit. Mais là, le problème, il est au niveau des normes. Eux autres, ils travaillent avec l'Eurocode. Le code des ponts, le code des bâtiments est complètement différent d'ici, puis ils n'intègrent pas l'armature composite pour l'instant. OK, il n'y en a pas d'armature composite là-bas, sauf sur des projets particuliers. On en vend, mais c'est des projets très particuliers. Puis le gros de notre marché, c'est l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, tu sais. Mais c'est pas répandu beaucoup. Ouais. La France aussi. Après ça, aux États-Unis, ils ont les normes aussi, ils sont en retard sur le Canada, mais ça s'en vient. Le code du bâtiment s'en vient. Le code des ponts existe via HTO, tout ça. Puis il y a toute l'infrastructure, si tu veux, législative est là. On peut le faire. L'Amérique du Nord, c'est le marché le plus avancé au monde pour l'armature composite. On peut essayer, on a poussé les Australiens, ils ont copié le code canadien en grande partie. Okay. Puis ils viennent de sortir un code. On pourrait se lancer en Australie. L'Australie, c'est pas à porte à côté. Non, c'est ça. Puis je te le disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir le produit disponible rapidement. Ça nous est arrivé de faire des projets en Australie où on shippait de l'armature par avion. Ouais, là, ça commence à être autre chose. Tu comprends? C'est ça que ça prenait. C'était des projets bien particuliers comme un département de recherche en sciences nucléaires là, à l'université Wollongong en Australie. On a fait toute leur bâtisse parce qu'il fallait la bâtisse soit pas faite d'acier. C'est un besoin très particulier, très pointu. C'est une niche très petite. Fait que, c'est le fun, mais on fait des murs marins. On a fait des murs marins en Australie. On fait encore des projets par-ci, par-là. Mais aller à l'international, c'est plus tough pour les raisons évoquées. C'est-à-dire que si tu n'as pas de code pour appuyer les ingénieurs, ils ne l'utiliseront pas parce qu'ils sont illégaux s'ils le font. Ouais, c'est ça. Fait qu'en Europe, c'est dur. En Australie, ça commence à s'ouvrir, mais c'est pas un gros marché. Tu sais, c'est 20-25 millions, l'Australie, d'habitants. C'est un gros pays, mais c'est pas un gros marché. Après ça, c'est plus dur de pousser ton armature ailleurs. C'est pour ça qu'on est un peu dépendant du marché américain. Ouais. On aimerait bien ça en envoyer en Europe puis s'affranchir des tarifs, mais aussi facile que ça. C'est pas un petit produit non plus, fait qu'à un moment donné, c'est difficile à... C'est pas comme si tu pouvais en envoyer énormément. Ça voyage relativement bien.
En bateau, sûrement? Ben, en container, c'est ça, bateau, puis tout ça. Mais encore une fois, c'est le délai de livraison. Ouais. Le contracteur, il t'appelle, lui, puis il veut l'armature la semaine d'après. Là. Il veut pas l'armature le mois d'après. Ouais. Et, tu fais quoi? Là, on a de l'inventaire en Allemagne. On se débrouille avec ça, puis on ship souvent par avion, cargo. Parce qu'on n'a pas tous les produits en Allemagne. Non, il y a beaucoup de sur-mesure là-dedans, de sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes en usine que tu ne peux pas avoir en inventaire, des formes particulières. Fait que les Allemands viennent nous visiter. Pourquoi? Pour éventuellement acheter notre technologie, faire un joint venture avec nous là-bas pour qu'on puisse fabriquer là-bas. Il faut que tu fabriques sur le site. Puis ça, c'est quelque chose qui t'allume, ça, des projets comme ça? Oui, on a fait une espèce de excuse-moi l'anglicisme, un package légal où on veut vendre des licences. OK. Ça, une vente de licence, ça veut dire quoi? Ça veut dire on te vend l'équipement, on te vend, évidemment, tout notre know-how, toutes nos connaissances, nos recettes. On forme ton équipe, puis après ça, on collecte des royautés. Ouais. Sur chaque vente que tu fais. Puis ça, c'est ce qui va se discuter là, avec les Allemands. Je suis en discussion avec des Saoudiens aussi en ce moment, à ce sujet-là. Pourquoi? Ben, notre stratégie, ça a été en Amérique du Nord, c'est nous qui va produire, c'est notre marché. On veut continuer d'être un joueur important sur ce marché-là. Mais en Europe, tout ça, ben, on a des capacités financières limitées. Ça fait qu'on va essayer d'y aller comme ça. Ça va être moins un fardeau sur nos finances. Ouais. Sur une usine de coûte cher. C'est spécifique, c'est vraiment technique aussi. Là. Fait que je pense que même si tu ouvres une autre usine, c'est de former des gens puis d'envoyer des gens longtemps pour exact. Transmettre le savoir. Puis si t'es en Europe, tu peux être chanceux en français, mais il y a la barrière de langue. Puis, ouais, ça se fait en anglais. Ouais. Mais puis la plupart de l'équipe ici est bilingue. Mais juste le défi de l'envoyer aux États-Unis en ce moment, c'est notre procédé. Comme je le disais, c'est un procédé qui est jeune. Donc, c'est pas une affaire qui se fait 100 ans qu'on fait fonctionner puis qu'on connaît tous les petits détails puis qui est hyper robuste. Et qu'ici, c'est le fun. On a une équipe technique juste à côté. Il y a un problème, elle débarque dans minutes. Aux États-Unis, l'équipe technique était à bâtir. Ouais. Ça fait que va falloir qu'on ait comme une espèce d'équipe là, pour faire du troubleshooting à partir d'ici pour les aider. Mais c'est le premier défi, comme la pratique avant la vente de licence à l'extérieur, ça va être de transférer la technologie à notre usine de Rockford. Là, on va voir. On va voir comment ça va. Former le monde pour faire les contrôles de qualité, il faut former le monde pour rouler nos lignes. Ouais, c'est ça. C'est un procédé unique. Ouais. Fait que, il n'y a personne que nous, il n'y a personne qui sort de l'université formé à faire de la virode. Ça n'existe pas. Exact. Peut-être un jour, ce sera le fun, mais. C'est le fun. Ouais. Je risque d'être arrêté. Écoute, c'est une très belle entreprise que tu as bâtie aussi, Bernard. Comment tu fais pour gérer tout ça? As-tu une façon de décrocher? T'as ton vignoble que t'as dit? Oui, ça, c'est ça qui te garde occupé? Oui, l'été, ça m'aide. C'est sûr que j'aime bien ça. J'adore tailler de la vigne, puis gérer mon vignoble, c'est le fun. Malheureusement, je le fais un petit peu trop à bout de bras. J'ai pas le temps. Ouais. Ça fait que j'arrive les fins de semaine, puis c'est go, que, puis si le meilleur de pleuvoir, tu peux pas. Puis... Ouais. Fait que j'aime ça. C'est un hobby le fun, mais c'est un hobby qui est prenant. Non, c'est plutôt ce qui m'a sauvé, moi, là. C'est chacun son truc, là. Moi, c'est de faire de l'exercice, c'est l'entraînement. Ouais. Fait que, tu peux avoir un gros nuage noir autour de la tête, être bien négatif. Le matin, par exemple, au bureau, j'ai appris à me retenir avec les années, puis à garder ça pour moi. Je vais au centre d'entraînement, je m'entraîne, puis je reviens, puis la vie est belle. Ouais. C'est spécial, mais c'est ça. Ça me donne l'énergie, ça me donne... Ça me permet d'évacuer les idées noires, entre guillemets. Puis ça m'a beaucoup aidé, ça. Ça, je pense que si je ne m'étais pas entraîné puis tenu en forme,
j'aurais pas été capable de passer à suivre, travers. Il a fallu que je trouve d'autres choses. Ouais. Il y en a un, ça peut être le karaté, ou il y en a un autre, ça peut être la musique, peu importe. Ouais. Moi, c'est ça. C'est ça que j'ai fait, puis ça m'a aidé à passer à travers. Mais il faut que comme entrepreneur, il faut que tu prennes le temps, même si tu ne l'as pas. Ouais. Puis ça, c'est pas évident. Je dis là, je prends 1 heure, je m'en vais au gym, puis je m'entraîne. Et peu importe ce qui arrive. Fait que c'est pas à tous les jours nécessairement, mais tu sais, 4-5 fois par semaine, là, c'est régulier pour moi. Là, ça m'a permis. Ça fait partie de ta routine. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée typique pour toi, Bernard? Là, j'ai encore un jeune homme à la maison. Là, ça fait que c'est debout 6 heures. On fait le déjeuner pour le kid. Puis après ça, on débarque au bureau vers 8h30, 9h. Puis la journée finit à 6h. Puis on vient à la maison. Je vis à Sainte-Marie-de-Beauce, ou Scott. Ouais. Ça fait que, tu sais... la route à prendre en la considération. route, c'est ça. Au début, la route, je trouvais ça bien. 45 minutes pour se réveiller, venir. 45 minutes pour décanter la journée en revenant. Aujourd'hui, honnêtement, je la déteste. Ça fait 25 ans que je la fais, ou proche de 22 ans, pour être plus précis. Puis, je trouve que là, c'est une perte de temps. Là, ça fait que souvent, j'essaye de faire des téléphones à mes vendeurs dans l'Ouest, ou tout ça, pour profiter du décalage pendant que je travaille encore. Mais j'ai pas toujours de quoi leur dire. Fait que, tu sais, c'est là que, bon, j'écoute des podcasts, j'essaie de me changer les idées. Mais c'est 1h30, entre guillemets, aller-retour, là, dans une journée que j'aimerais faire d'autres choses. Ouais. Tu sais, que je préférerais être à la maison avec ma femme puis mes fais-tu enfants. beaucoup de télétravail ou c'est plus ou moins ton style? J'en ai fait. J'en fais. Mais tu te rends compte que c'est pas pareil. Non. Tu sais, ta présence, c'est important. Ouais. Surtout quand, tu sais, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand c'est aux ventes, que tel, moi, je prends mon auto, je m'en vais à l'aéroport de Québec, puis je m'en vais partout en Amérique du Nord ou en Europe, puis ça c'est correct. Tu peux même faire des ventes de la maison, tu sais, puis j'ai même des gars de vente qui vivent à Québec. Ils sont toujours à distance, puis ça va très, très bien. Ouais. Mais quand tu as tes problèmes d'opération, il faut que tu réunisses le monde, il faut que tu leur parles. Tu sois sur place. Le contact humain est important. Là. Pas juste de l'écrit, c'est ça. Puis même encore là, les conférences, c'est correct. Puis encore là, l'opération, je voudrais pouvoir y donner plus d'amour. Là. Puis c'est ce que je m'enligne pour faire bientôt. Là. Il y a une couple de moves qui s'en viennent, là, positifs pour l'entreprise. Tu sais, tu peux pas... Là, je peux plus faire les deux. Là. Je peux pas être PDG... espérer gérer aussi bien l'usine, tout ça, que je l'ai déjà fait. Là, aujourd'hui, c'est moi, mon focus, c'est développement des affaires, vente, et la présidence, c'est-à-dire voir la vision de l'entreprise, puis l'opération, là, besoin de... Plus à déléguer. Besoin d'amour. Ouais. Besoin de ressources. On va leur en donner. Écoute, c'est une belle discussion, Bernard. J'arrive au bout de mes questions. Je pense que t'as donné des conseils de bien s'entourer. Même si je te reposais la question, je pense que ça va être un peu la même réponse. Écoute, oui, bien s'entourer au départ. Ouais. Là, tu sais, je viens de parler d'avoir une vie à soi, de penser à soi. Là, tu sais, c'est beau l'entreprise. Diversifier un peu. Oui, c'est ça. C'est beau l'entreprise. Puis c'est important de se donner. C'est vrai, mais si t'as pas d'équilibre, là, éventuellement, tu vas tomber puis ça sera pas mieux. Fait que, tu sais, c'est important de décrocher. Chacun sa façon, faut que tu la trouves. Ouais. Comme entrepreneur, il faut que tu trouves une façon de décrocher. Après ça, c'est de la stratégie d'entreprise, puis c'est tout dépendant de l'objectif que tu veux avoir. Tu sais, moi, j'ai un président orienté technique. Fait que, tu sais, ça m'a toujours servi. Tu peux en avoir un autre qui est orienté ressources humaines. C'est une autre force. Il va focusser sur sa force, évidemment. Puis il y en a un autre qui est plus opération ou comptable. Chacun ses trucs. Là. Ouais. Moi, la mienne, c'est ça. Ça génère des faiblesses. C'est-à-dire que, tu sais, parce que je suis un gars d'R&D, je suis un gars technique, je suis porté à développer tout le temps. Ouais.
Mon réflexe. Ah, telle affaire, on va le développer. Mais ça demande beaucoup de ressources. Puis c'est un fardeau sur les épaules de l'entreprise. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu sois capable de... Fait que ça te prend du monde autour de toi assez fort. C'est-à-dire là, on comprend que c'est ton ADN, le développement. Là, mais ça marche pas. Là, il faut que tu arrêtes. Ouais. On va s'échouer. Là, l'opération n'est plus capable d'absorber. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est tough pour toi d'aller contre nature, mais il faut que tu le fasses. Que c'est ça. C'est un autre conseil, parce qu'on a toutes, je connais plein d'entrepreneurs, on a toutes des forces. On a toutes des tendances, puis il faut qu'on soit capable d'écouter ceux qui ont des tendances différentes. Ben écoute, merci beaucoup Bernard pour tous ces conseils. Ça fait plaisir, merci d'avoir partagé ton histoire. L'as-tu déjà partagé de fond en comble un peu comme ça? Ou... Oui, j'ai déjà fait ça avec sur des petites publications. Là. Avec des journalistes, fois, là, Journal des Affaires, tout ça, mais tu sais, ça finit que l'article est un résumé de. Ça fait que c'est beaucoup plus succinct que la discussion qu'on a eue. Ouais. Fait que mais c'est le fun. J'aime ça, c'est un beau format. Ben merci d'avoir participé, merci d'avoir pris le temps. Puis au plaisir de se revoir. Ça fait plaisir. On se reparle dans 5-7 ans, voir si j'ai atteint mes objectifs. C'est bon vendu. C'est cool. Merci.